Quel est le meilleur modèle en freelancing quand on est un profil expérimenté senior? On nous pose souvent cette question. Notre réponse, c'est le modèle fractional et on en parle. C'est l'objet de ce premier épisode de Fractional Talk. Fractional Talk. Hello tout le monde, bienvenue dans ce premier épisode de Fractional Talk. Je suis Mika, je suis accompagné de Brice, le fondateur d'Hyperfractional. Ça fait un moment qu'on a cette idée de podcast en tête, plusieurs semaines, plusieurs mois même. Et puis là, ça y est, on est dans le premier épisode. Brice, est-ce que tu veux nous dire un petit peu avant qu'on rentre dans le vif du sujet, pourquoi ce podcast? Pourquoi Fractional Talk? C'est quoi l'objectif? Yes, l'objectif c'est simple, on parle à des dizaines et des dizaines de freelances chaque semaine, on a beaucoup de questions qui reviennent, d'interrogations et en fait on y répond en one-on-one et on s'est dit pourquoi pas justement puisque tout le monde se pose ces questions, les adresser une à une dans un podcast toutes les semaines. Le concept c'est hyper simple, on se pointe ici, on s'assoit, on allume la caméra, on prend un thème, un sujet, on prépare rapidement en amont mais on se donne beaucoup de spontanéité et de liberté et puis un à un on va adresser ces sujets que tous les freelance se pose. Ces questions que tous les freelances se posent. Exactement. Écoute, je te propose qu'on commence avec un premier point qui me semble important à clarifier, c'est que nous, on cible pas n'importe quel type de freelance, on cible des freelances seniors, on en parle souvent dans nos communications. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu déjà qu'est-ce que tu entends par freelance senior? C'est quoi un freelance senior? Pour moi, un freelance senior, c'est senior dans l'expertise, dans l'expérience. C'est pas forcément quelqu'un qui est freelance depuis longtemps, mais c'est quelqu'un qui a vraiment une expertise stratégique à offrir au-delà de savoir exécuter des tâches et bien faire son travail. Et en fait, ça change tout parce que ça aide les entreprises à prendre les bonnes décisions, à piloter derrière, à avoir les épaules aussi pour porter une responsabilité et en fait opérer une transformation versus opérer sur une tâche spécifique. Donc pour moi, c'est ça que je trouve intéressant avec les profils de freelance senior, c'est que c'est des profils qui sont là pour résoudre des gros problèmes et souvent qui aident des boîtes à opérer une certaine transformation. Et donc, c'est une manière particulière d'envisager le freelancing. Ok, donc ça veut dire que si j'ai fait 5, 7, 10 ans salarié dans un domaine particulier, disons le marketing ou la com, et que je me lance en freelance, je suis considéré comme un freelance senior. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de définition dans le petit Larousse, mais moi, c'est comme ça que je définirais en tout cas. Ok, trop bien. Et tu disais au début dans l'intro qu'aujourd'hui le marché avait changé, que le marché était tendu aussi. Je pense que les freelances qui nous regardent le ressentent de jour en jour. Qu'est-ce qui fait que ce marché justement est aussi tendu, même pour des profils expérimentés? Alors déjà, je vais parce on entend beaucoup cette phrase que le marché est tendu. Moi, je pense qu'en fait, c'est surtout il faut réinventer son modèle par rapport à un marché qui évolue. C'est un peu comme moi en tant que marketeur, j'ai entendu, ça fait 16-17 ans que j'entends en ce moment c'est une période un peu de crise, la situation est tendue, j'entends tous les ans. En fait, il faut juste savoir s'adapter à son temps et aux évolutions du marché. Et là, il y a quand même quelques tendances qui affectent le marché du freelancing. Alors, on va pas faire un podcast de 1 heure là-dessus, mais si je peux les résumer, tu me diras ce que tu en penses aussi. Ouais, Mais la vas-y. première tendance, c'est la concurrence qui explose. Il y a quand même de plus en plus de freelance. Il y a eu pas mal de raisons pour ça. Bon, il y a eu le Covid qui a quand même révélé pas mal de carrières en freelance, on va dire, avec la conception du remote qui a changé, etc. Et en fait, si on regarde les chiffres, entre 2019 et 2024, c'est une étude de Morgan Phillips Group. Il y a 2 fois plus de freelanceurs en 5 ans. Donc ça fait, par exemple, sur le marché français, ça fait 300 000 nouveaux freelances entre 2019 et 2024. Donc il y a plus de concurrence, il y a plus de monde sur le marché. Donc ça, c'est une première grosse tendance et je pense que beaucoup l'ont vécu et le comprennent au quotidien. Donc ça, c'est la première tendance. La deuxième tendance, c'est que, et c'est un peu lié à la première, le marché devient plus sophistiqué parce que on a gagné en volume et donc le marché est plus mature. Les freelances se spécialisent de plus en plus. Les clients ont de plus en plus l'habitude des freelances. Ils ont des attentes clients qui sont toujours plus élevées. Donc vraiment, on est dans un marché plus sophistiqué où ce qui fonctionnait peut-être il y a 3-4 ans ne fonctionne plus du tout aujourd'hui. Et bon, allez, comme j'aime bien les trucs en trois parties, on va faire une dernière partie, l'IA, évidemment, qui impacte déjà les jobs. Franchement, parler à des copywriters en ce moment, c'est pas toujours très rigolo, sauf quand on arrive justement à se réinventer, à comprendre l'aspect stratégique du métier et comment est-ce qu'on peut accompagner une transformation versus faire du copywriting. Je prends cet exemple en particulier, mais il y en a plein d'autres qui sont déjà directement impactés. Mais
il n'y a pas que ces métiers-là. Je pense que l'impact, il s'étend sur de plus en plus de profils, de lignes métiers, même de profils plus seniors. Il y a qu'à voir, là, j'ai sous les yeux deux études intéressantes. Il y a une étude de Harvard Imperial College et DIY Berlin, qui sont quand même pas les universités les plus nulles au monde, qui ont fait une étude déjà en 2023, fin 2023, donc c'était il y a longtemps, hein, et qui montrait que il y avait moins 30% de jobs de rédac, moins 21% de dev et moins 18% de jobs en design sur les plateformes de freelancing, ce qui est un signe en tout cas, et notamment à l'époque avec l'avènement de ChatGPT et ce type de plateforme, Canva et compagnie. Donc il y avait déjà un impact important sur le marché. Et puis, évidemment, récemment, vous avez peut-être vu le Spider Chart de Anthropic, qui est la boîte derrière laquelle est Claude notamment. Vous avez sans doute vu ce chart qui montre que les métiers du business sont déjà impactés et dont le potentiel de remplacement est quand même assez hallucinant. D'ailleurs, si jamais vous êtes en panne d'idées pour un costume pour Halloween, vous pouvez mettre un t-shirt et vous imprimer en format A4 le Spider Chart d'Anthropic et ça fait peur. Donc voilà, il y a ces trois tendances-là qui font que il y a un marché du freelancing qui évolue, qui change et il faut s'adapter à cette nouvelle donne. Mmh. Et pour s'adapter, je pense que l'enjeu numéro 1, c'est comment sortir du lot, en fait. Comment sortir du lot parce qu'il y a une concurrence féroce, que les gens se positionnent, en fait, souvent sur les mêmes créneaux, que les entreprises n'arrivent pas à savoir aussi comment différencier tel freelance d'un autre. Sur LinkedIn, tout le monde est sur LinkedIn, tout le monde décrit ce qu'il fait, personne décrit vraiment toujours clairement ce qu'il peut proposer. Et on observe aussi une tendance ces dernières années, c'est que pour sortir du lot, il y a certaines personnes qui se positionnent fractional. Alors fractional C-level, fractional exécutif, fractional head-off. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce que ça veut dire en fait? Et à quelle Ouais. évolution des besoins des entreprises ça répond? Alors déjà, je vais te dire ma vision du fractional en langage CM1. Tu sais que j'aime bien faire ça. J'aime bien pour un moment, il faut être simple, efficace et pas de charabia. Pour moi, c'est un modèle qui permet de travailler moins en apportant plus de valeur pour gagner plus. Mmh. Alors ça peut être un peu bizarre ou contre-intuitif, mais en gros, c'est un mode de freelancing pour moi. C'est un mode de travail en tant qu'indépendant qui est où on va justement aider à opérer une transformation stratégique pour une boîte qui a beaucoup de valeur, qui va porter des résultats, et dont le principal rôle du fractional, ça va être prendre les bonnes décisions, bien piloter tout ça, mesurer les résultats et être garant de la responsabilité de cette action et de la mise en place, de la bonne mise en place et des résultats de cette stratégie. C'est un modèle en général dans lequel la plupart des fractionals travaillent en même temps pour 2-3 clients. Au-delà, ça devient un peu compliqué parce qu'il va falloir quand même être skin in the game, comme on dit, et opérer une transformation stratégique. Malgré tout, c'est de la charge mentale et un peu de travail. Donc, 2-3 clients en même temps, c'est déjà bien. Des clients sur plusieurs mois, parce que opérer une transformation, c'est pas mettre une pièce dans un flipper. Ça met du temps. Il va falloir évidemment voir comment est-ce qu'on a rapidement des victoires et des quick wins, mais c'est surtout des résultats qui vont se ressentir après plusieurs semaines et mois de travail. Donc pour moi, un fractional, c'est ça. C'est quelqu'un qui a accepté de se dire « je travaille pour un type de client particulier pour qui je peux vraiment résoudre un problème stratégique ». Et c'est souvent des missions qui sont payées entre 6 000 et 12 000 euros à peu près par client par mois. Alors bien sûr, ça peut être plus en fonction du niveau d'expérience, de la problématique et du secteur dans lequel on est. Mais pour moi, c'est ça un fractional. Je ne sais pas si tu as des questions pour follow-up et préciser tout ça, ou est-ce que c'est clair? Ouais. Toi, comment ça s'est manifesté? Parce que tu as quand même une bonne expérience freelance, que tu t'es lancé en freelance après une bonne carrière en marketing notamment. Comment toi tu t'es approprié ce modèle-là? Comment ça s'est manifesté dans les missions? À quoi ça ressemble un petit peu concrètement en fait? Tu veux du concret sur c'est quoi la vie Ouais, d'un fractional? c'est ça. Ok, parce que je vais peut-être pas raconter toute l'histoire parce que ça va peut-être pas intéresser tout le monde de comment j'en suis arrivé là, mais en tout cas, quel modèle moi j'ai mis en place et qu'aujourd'hui on enseigne dans le programme, hein, puisqu'on aide les gens à mettre en place un modèle similaire. Déjà, ça commence par bien définir c'est quoi ma promesse, qu'est-ce que je permets de faire à des clients. Mmh. Dans mon cas, moi, j'ai une expertise assez transverse en tant que dirigeant marketing, mais j'ai quand même ce qu'on appelle un profil T-shaped brand. C'est-à-dire que même si je comprends le langage de la performance, même si je comprends le CRM, etc., l'acquisition, etc., ma force, c'est d'être capable, a priori, de mettre en place des stratégies de marque et derrière des stratégies de contenu qui vont aider tout au long du funnel à atteindre les résultats. Et donc, c'était l'expertise que je proposais. C'était d'opérer et souvent, je travaille avec des CMO,
Donc, au départ, j'ai été fractional CMO pour des entreprises dans le sens où elles n'avaient pas encore de leader marketing et donc j'ai assuré ce rôle-là de manière fractional. C'était des boîtes qui n'avaient pas besoin forcément d'avoir un directeur marketing full-time et qui préféraient se dire, je vais peut-être pas prendre quelqu'un en full-time, mais le Mmh. trade-off que je vais prendre, c'est que je vais prendre quelqu'un de plus senior que j'aurais peut-être pas pu ou dû m'offrir en full-time. Mmh. Et là, ça fait sens d'avoir quelqu'un comme Brice qui va m'aider à créer l'architecture marketing, construire la bonne équipe. Et donc, c'est un modèle dans lequel, en fait, on essaie d'avoir 80% de l'impact d'un CMO, mais avec 30% du temps. Et donc, tout l'enjeu, c'est le modèle de livraison du service, c'est comment on fait Mmh. pour, en peu de temps, délivrer le plus de valeur possible. Donc ça, c'était ma phase 1. Phase 2, j'ai préféré travailler pour des CMO, non pas en tant que fractional CMO, du coup, mais en tant que fractional Head of Brand and Content, donc responsable marque et contenu. Et donc là, mon rôle, c'était d'identifier des boîtes que je pouvais le plus aider. Donc, je vous donne le raccourci, mais en gros, c'est les scale-up tech pour plein de raisons. Mais j'avais identifié que c'est vraiment le genre de boîte que je peux le plus aider avec mon expertise et ce que j'aime faire aussi, hein, parce qu'il y a aussi qu'est-ce que Mmh. j'aime faire. Et donc là, l'idée, c'était comment je travaille au mieux avec la CMO ou le CMO pour prendre cette responsabilité sur mes épaules, qu'elle me donne les clés de la voiture et qu'en gros, on s'accorde sur où est-ce qu'on veut aller et c'est à moi de réparer la voiture et de la conduire là où on veut aller. Et donc, OK. concrètement, ça se traduit par, selon les semaines, entre 1 et 3 jours à travailler pour chaque client. Donc j'avais 2 clients en même temps. Du coup, comment est-ce qu'on maximise la valeur et le temps passé sur la stratégie plutôt que sur l'opérationnel, là où en fait, j'apporte pas grand-chose et en fait, c'est pas là où j'ajoute le plus de valeur. Donc ça serait une Mmh. sous-allocation de ma ressource de me mettre sur des problématiques opérationnelles versus, encore une fois, définir des objectifs, piloter, orchestrer, suivre les OKR, les KPI, manager l'équipe et atteindre les résultats. OK, OK, très clair. Et du coup, j'ai l'impression, tel que tu le décris, que ça reste quand même assez niché, que c'est un peu hérité du modèle des startups, des scale-up. Comment est-ce qu'on peut transposer ce rôle à des entreprises un petit peu plus largement? Est-ce que ça peut fonctionner? Est-ce que si je suis en province, si je mets fractional dans mon intitulé, LinkedIn, est-ce que ça peut être une fausse bonne idée? Enfin, est-ce qu'il y a des cas où le fractional, c'est pas adapté, où il faut faire attention à cette terminologie? Pour moi, il y a 2 choses, il y a le modèle et la terminologie. Heu, le modèle, pour moi, il peut largement s'adapter à tous les types de boîtes et d'ailleurs, on le voit dans le programme, on a des gens qui bossent pour des grands groupes, pour des ETI, pour des grosses PME, pour des moyennes PME, pour des startups, pour des scale-up. Donc je pense que le modèle, il est adaptable à tous ces environnements. Et après sur l'intitulé, je pense que ça dépend sur quel marché, ça dépend dans quel secteur. Par exemple, si vous étiez aux US il y a 2 ans, vous étiez fractional CMO, vous aviez du travail, hein. Si vous avez bien travaillé votre promesse, votre profil, et que voilà, toutes les planètes sont bien alignées, hein, c'est pas juste une question de titre. Mmh. Aujourd'hui, c'est plus complexe, parce que déjà souvent les boîtes quand même qui sont éligibles, à faire entrer quelqu'un de stratégique sur une problématique marketing, en général, ils ont quand même déjà un CMO ou une CMO. Et donc derrière, voilà, il faut vraiment s'interroger sur on peut avoir un profil dans l'approche qui soit un peu, généraliste dans le sens où c'est de l'orchestration stratégique à un niveau assez élevé dans l'organisation type CMO. Ou est-ce que c'est pas plus intéressant parfois de se resserrer, et ça veut pas dire devenir plus technique ou non, c'est se resserrer sur une expertise stratégique, je sais pas moi, le CRM, la marque, le growth marketing, le service client et cetera et apporter une vraie valeur très segmentée qui justement répond à cette évolution du marché qui est plus mature et qui est très réceptif à des signaux très clairs, et la clarté, c'est vraiment, ce qui fait la différence. Donc il y a pas de règle absolue. Mmh. Il y a pas forcément besoin de marquer fractional dans le titre parce qu'en final, on s'en fout. Ce qui compte vraiment, c'est quoi ma promesse, c'est quoi la valeur que j'apporte et comment ça se traduit dans un modèle. Mmh. OK, je vois. Et du coup, ça implique quoi comme, changement de posture pour, aller vers un modèle fractional? Si j'ai l'habitude de faire du freelancing, de faire des prestations un petit peu, opérationnelles ou de m'adapter à ce qu'on me demande, de venir un petit peu en backup sur des sujets, comment est-ce que je fais pour faire évoluer ma posture en partant du principe que j'ai de l'expérience dans mon domaine, que je sais bien faire les choses à la fois opérationnellement, je peux faire un peu de management aussi, mais comment est-ce que concrètement je peux faire pour aller dans cette direction? Parce que ça peut sembler aussi un peu plus abstrait pour les boîtes ou peut-être qu'il y a des boîtes qui ont pas forcément l'habitude de ça. Comment tu approcherais le sujet, en fait, pour que ce soit moins intimidant?
Bah, déjà, la première question à se poser, c'est, quand j'ai 15 piges d'expérience derrière moi, c'est quoi qu'on paye exactement? C'est quoi la valeur que j'apporte le plus? Est-ce que c'est, mettre les mains dans le moteur ou est-ce que c'est savoir ce qui cloche dans le moteur? Est-ce que c'est mon jus de cerveau et toutes les expériences, toutes les erreurs que j'ai pu faire ou les learnings et derrière comment je mobilise tout ça pour prendre des bonnes décisions qui vont donner la bonne direction à la boîte? Ou est-ce que c'est faire de l'exécution qu'au final, nécessite en fait, la bonne exécution nécessite pas toujours beaucoup d'expérience ou en tout cas, c'est pas là où elle est la mieux placée pour, avancer plus loin. Et donc il y a vraiment cette question à se poser, c'est: quelle est la partie où j'ai une expertise opérationnelle qui va peut-être pas me servir à faire les choses, mais à bien faire les choses? Ce qui est différent parce que l'exécution, ça reste clé, hein. Mais mon rôle en tant que senior, ça va davantage être de bien piloter cette exécution et mon expérience opérationnelle, elle est au service d'un système qui fonctionne, mais pas forcément à moi de le faire. Et bah, quelle est la partie plus stratégique dans laquelle j'ai appris à prendre de meilleures décisions? Il y a aussi, au-delà de prendre des décisions, il y a les assumer, il y a être aussi, l'épaule sur laquelle, peut se reposer un petit peu le CEO qui est, peut-être qui a des doutes, qui a peur de crise ou qui a un challenge. Donc il y a toute cette dimension vraiment de leadership et stratégique qui a énormément de valeur. Donc c'est Mmh. s'interroger. Alors là, j'en parle, bien sûr, il y a pas de formule magique qui permet de le faire en 5 minutes. C'est pour ça qu'il y a des programmes comme les nôtres qui existent, hein, d'ailleurs. Mmh. Mais voilà les questions que je me poserais. Mmh. OK, je vois. Et donc tu dirais qu'aujourd'hui, l'enjeu d'un freelance senior, l'enjeu principal, c'est quoi? C'est quoi ce que tu observes? Est-ce que c'est un enjeu d'offre? Est-ce que c'est un enjeu de prospection? Est-ce que c'est un enjeu de ciblage d'entreprise? C'est quoi la difficulté principale à laquelle ces freelances sont confrontés? Eh ben, tu sais quoi? On va jouer un peu. Heu, Quel est le problème qu'identifient les freelances selon toi là? Les freelances à qui on parle? Quand on parle à un freelance senior qui nous dit: «J'ai un problème», c'est quoi ça? Si Mmh. tu lui demandes de quoi tu as besoin exactement, qu'est-ce Mmh. qu'ils vont te dire? Moi, je dirais que j'en ai 2 quasi en 50-50. C'est j'ai besoin de me positionner, de Ouais, clarifier mon positionnement et prospecter, c'est la galère. Soit ça marche pas, soit je sais pas faire, soit j'ai peur de déranger. Qui sont 2 ouais et faces en d'une même gros pièce. même si on remonte un peu d'un niveau, parce que là, tu super spécifique, mais en fait, c'est: «J'ai besoin d'avoir plus de clients, j'ai des problèmes d'acquisition». C'est ça en gros, Mmh. «J'arrive pas à trouver les bonnes missions» et cetera. Le Bah, surtout que problème c'est des gens souvent qui arrivent et tu vas me dire si je me trompe, mais il y a un petit peu deux requins dans le monde du freelancing, 2 obstacles principaux. C'est l'intermission, c'est-à-dire qu'il y a toute cette phase où tu es ouais, en mission, tout va bien, tu es motivé, tu es pumpé, mais quand tu te retrouves en intermission où tu plus une mission qui s'est terminée, tu es en mode: «Waouh, c'est la mmh, crise existentielle, qu'est-ce que je fais? Pour qui je travaille? Je sais plus, rien faire». Et c'est ça, en fait, qui entraîne ces doutes et ces réflexions sur comment je trouve plus de clients, comment je fais différemment d'avant pour plus que cette situation-là arrive parce que c'est vraiment pénible. J'ai un petit il y a ouais. un peu ça au fond aussi. Bah, en fait, moi, ce que tu me dis là, c'est en fait, c'est un problème de modèle. C'est pas un problème de c'est quoi la prochaine mission et non, c'est en fait, OK, mais il y a 2 choses. Il y a courir après la prochaine mission et il y a créer un modèle qui fait que ce problème n'arrive pas. Donc en fait, c'est simple, il y a 2 problématiques, hein. Il y a court terme, long terme. Court terme, bah oui, il faut que tu trouves une mission parce que, bah, faut que tu fasses du chiffre d'affaires pour, remplir ton frigo, amener ton gosse au foot et payer le crédit de la voiture. Mais si tu es dans le cercle vicieux de: «Je suis concentré sur le futur très proche et la prochaine action» et que tu penses pas à ton modèle, bah, en fait, tu vas tout le temps être enfermé dans ce truc-là où ça va être des périodes de feast and famine, Mmh. où tu vas avoir des trous, où, tu vas accepter un peu, tout ce qui vient parce qu'en fait, tu es hyper attentiste. Donc à un moment, faut accepter la nécessité de se poser sur un modèle et de pas juste avoir un truc qui, tourne un peu, dans le vide. Mmh. Et tu vois, par exemple, pour revenir à ta question initiale sur, de quoi ont besoin les freelances pour, construire un modèle comme ça, bah, ils ont besoin d'un modèle, en fait. Ils ont besoin il y a différentes c'est comme une bagnole, hein, il y a un moteur, un frein à main, un volant et cetera. Bah, là, il faut être bon sur son positionnement, il faut que ce soit clair, il faut que ce soit différenciant. Sinon, vous êtes parmi les What Millions de profils qui se font la guerre sur, les plateformes collectives et autres. Il faut bien avoir défini son client idéal et ça peut paraître un peu scolaire et tout, mais c'est nécessaire. Il faut faire ce travail-là. Il faut bien comprendre sa cible, il faut comprendre les inquiétudes qu'elle a, les envies qu'elle a, ses désirs, les barrières qui peuvent, se poser, qui les influence, qu'est-ce qu'elles disent à voix haute, qu'est-ce qu'elles pensent dans leur tête, parce que ça aussi c'est important. Il faut avoir la bonne offre au bon prix, il faut d'abord savoir la commercialiser, faire de l'acquisition. Il faut savoir convertir, parce que c'est bien d'avoir plein de leads. Après, il faut savoir répondre à des, «J'ai pas le budget, il faut que j'en parle à mon CMO, je vais y réfléchir» et là, souvent, le problème, c'est que, pour les freelances, c'est la fin de la conversation, alors qu'en fait, pour moi, c'est que le début, ça. Mmh. Et derrière, quand tu rentres un client,
il faut le satisfaire. Donc, il y a tout un modèle de livraison à gérer pour maximiser la satisfaction client, pour avoir les bons résultats. Et derrière, il faut trouver des moyens de les garder parce que c'est vachement plus simple de garder un client existant que d'en acquérir de nouveaux. Donc, en fait, tu vois, la réponse, elle est multidimensionnelle. Et c'est pour ça que moi, petit aparté, je vois des freelances qui veulent vraiment travailler un aspect ou qui prennent des accompagnements sur un aspect, genre un truc LinkedIn. Ok, je veux craquer LinkedIn, ou je veux craquer le positionnement, ou je veux craquer la partie sales. Mais en fait, si tu répares que une vis dans ton horlogerie, le reste ne tournera pas, quoi. Donc voilà, il n'y a pas un chantier, il y a plein de chantiers. Il faut les faire un peu un par un dans l'ordre et avec la bonne timeline. Mais il faut travailler tous ces sujets-là si on veut réussir. Est-ce que tu dirais qu'un fractional, tu vois, un freelance qui a adopté le modèle fractional, est-ce que c'est un entrepreneur finalement? Est-ce qu'il Complètement. a les Et justement, caractéristiques d'un entrepreneur? bah en fait, tu vois, c'est la différence entre est-ce que tu as un job ou est-ce que tu as un business. Si tu es Mmh. freelance, si tu es freelance, que tu fais une mission l'une après l'autre avec des intermissions où tu galères et au final tu baisses ton prix parce que tout le monde est en compétition, etc. Donc ça, c'est du CDI déguisé. Donc c'est un Mmh. job, pas forcément le meilleur du job, hein, d'ailleurs. Si tu accumules plein de petites missions de quelques semaines épuisantes parce que bah, tu dois choper 5-6 clients par mois, que c'est fatigant, etc. Bah, en fait, on te donne une tâche, un brief et tu y réponds, donc tu as un job. Mmh. Pour moi, oui, être fractional, c'est comme ça qu'il faut l'envisager une aventure entrepreneuriale. Parce que bah, c'est quoi? C'est en gros être intentionnel sur le business qu'on crée, notre modèle, comment ça fonctionne, comment on attire des clients, quel type de clients, comment on développe ses revenus avec peut-être de nouvelles offres qui vont s'appuyer les unes sur les autres. Euh, donc ouais, pour moi, et en plus, franchement, c'est une forme d'entrepreneuriat hyper cool parce que il n'y a pas beaucoup de risques par rapport à l'ancienne startup. Je rappelle qu'il y a 9 startups sur 10 qui s'effondrent la Mmh. première année, je crois, ou un truc comme ça. Faut aller lever des fonds, on a des investisseurs, enfin, c'est compliqué, quoi. Mmh. Là, c'est quand même une forme d'entrepreneuriat avec pas mal d'aspects intéressant de l'entrepreneuriat comme la prise d'initiative, bosser pour soi, avoir de la flexibilité, prendre le contrôle. Et en fait, il n'y a pas trop de downsides. Mmh. Et quand le modèle est bien géré, même le risque, entre guillemets, est de moins en moins là. Ouais. En fait, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a une réflexion qui me vient là, autour de cette notion de risque en fait. Parce que Mhm. quand tu te lances en freelance suite à une expérience salariée. Tu as quitté ton job parce que soit tu en avais marre, soit parce que ben le job c'est fini pour X raisons, la boîte qui va mal, liquidation, des choses comme ça. Et donc tu deviens freelance. Je vais reprendre le fil de ma réflexion, mais déjà, est-ce que tu dirais c'est quoi la proportion de freelance qui deviennent freelance de leur plein gré? Moi, j'ai l'impression de rencontrer plein de freelance qui, à la base, se lancent un Mhm. peu malgré eux parce que les circonstances ont fait que. Mais c'est rare de voir un freelance qui se dit, moi, je veux devenir freelance, je veux construire quelque chose. Est-ce que c'est quelque chose que tu as remarqué? Est-ce que c'était ton cas Ouais. aussi? Alors, je vais te dire, moi, je vois plutôt trois cas en fait. Il y a les freelances qui n'ont pas eu le choix. Donc, en gros, souvent, ils ont un exit d'une boîte. Derrière, ils n'arrivent pas à trouver un CDI. Et bah, il faut bien avoir à bouffer, donc ils se mettent freelance. J'exagère un peu, mais c'est un peu ça. Mmh. Ah ouais. Le deuxième cas, c'est des gens qui disent, moi j'ai envie d'une certaine forme de liberté, peut-être d'entrepreneuriat, donc on a tous nos motivations différentes, mais là c'est quelqu'un qui a été intentionnel, qui s'est dit je veux devenir freelance pour une bonne raison. Et il y a les gens qui sont un peu entre les deux, qui sont sortis plus ou moins volontairement de leur expérience. Ça peut être un burn-out, ça peut être une fatigue ou juste plus se reconnaître dans ce modèle-là. Moi ça a été mon cas par exemple, qui se disent pas forcément je veux être freelance, let's go, je suis trop motivé, mais qui derrière se disent allez c'est une piste à explorer, on y va. Moi c'était mon cas hein, quand Mmh. je me suis lancé. Euh, et du coup bah on fait quand même pas mal de volume, on voit on parle à beaucoup de freelance, donc Mmh. on voit un petit peu. Je sais pas toi ce que t'en penses. Moi j'ai l'impression que le gros du lot c'est quand même cette situation intermédiaire entre un peu j'ai choisi en même temps une situation m'a poussé dans cette voie-là, on voit ce qui se passe. Mmh. Heu, une minorité quand même qui est là par contrainte. Je dirais que Mmh. c'est, je sais pas, 10-15% de ce que j'observe en tout cas. Il y a peut-être Mmh. un biais, hein, les gens qui nous contactent, il y a peut-être un biais dans la façon dont on entre en contact et le reste des gens qui ont vraiment voulu ça et qui ont cherché proactivement cette forme de liberté, ces Ouais. formes de liberté. Mmh.
Mais en fait, c'est intéressant parce que au cœur de cette réflexion, il y a cette notion de risque et de liberté. C'est-à-dire que comme je disais, tu salarié, tu deviens freelance, donc tu as toujours une partie d'état d'esprit salarié que tu amènes avec toi, mais tu as aussi une partie d'état d'esprit d'entrepreneur où là, ben, tu vas développer des compétences, marketing pour toi, des compétences Ouais. commerciales, se vendre, le truc qui terrifie, Mmh. la plupart des freelances. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart des freelances qui sont dans cette situation d'entre-deux, entre le modèle fractional et le salariat, bah, ils passent souvent par des plateformes de mise en relation pour déléguer, en fait, cette Mmh. partie, commerciale. Mais on se retrouve presque et je parlais avec quelqu'un hier, c'est très intéressant, qui m'a dit qu'en fait, il y a un moment donné où il est passé en freelancing, suite au fait qu'il avait quitté son CDI et qu'il avait enchaîné des CDD et qu'il avait retrouvé dans le freelancing cette même liberté super agréable qu'il avait dans l'enchaînement de CDD. Parce qu'en fait, tu avais un Mmh. début et une fin et ça te mettait aussi en position de force à la fin du CDD pour renégocier les choses versus, ben, tu es dans un CDI, tu es engagé dans le process et puis c'est ad vita aeternam, sauf si. Et je pense que d'être dans cet entre-deux, tu vois, du freelancing, c'est très inconfortable parce que tu as une partie de toi qui cherche en fait la sécurité que tu as perdue dans le CDI. De l'autre côté, tu as envie de cette liberté, mais il y a des choses que tu es pas prêt à faire ou tu as pas encore le mindset qui te permet d'aller vers à 100. Et l'enjeu, c'est soit de se dire, ben, soit assume de vouloir de la sécurité et dans ce cas-là, ben oui, tu cherches des recruteurs, des plateformes qui te placent, mais en fait, tu as la précarité, peut-être un salaire plus élevé, mais c'est pas forcément optimal. Ou alors tu vas vers cette voie de l'entrepreneuriat et là, tu assumes, eh ben, de construire des systèmes, de construire du levier et là, tu développes un état d'esprit d'entrepreneur. Mais Mais alors, c'est vraiment des étapes. je vais revenir sur la notion de sécurité parce que, je sais pas si vous voyez vos potes en CDI, et le marché en ce moment, mais alors, est-ce que le CDI est toujours aussi sûr, hein? Parce qu'il y a quand même pas mal de plans. Alors oui, il y a des parachutes en France qui permettent d'absorber un petit peu la chute et cetera. Mais après derrière, c'est pas hyper simple toujours de retrouver un CDI. Nous, on a pas mal de profils très seniors qui du coup, sont aussi confrontés à des difficultés, des préjugés aussi sur le marché, ou simplement des salaires élevés qui sont devenus compliqués parce qu'il y a beaucoup de compétition sur côté, profil Mmh. disponible versus demande. Hem Et aujourd'hui, il y a la période d'essai. Je sais pas ce que toi tu observes sur le marché, mais moi ce que j'observe, c'est que maintenant, la mode, c'est renouvellement automatique, hein. En général, dans nos profils, c'est 4 mois. Donc 4 mois plus 4 mois, ça fait 8 mois pendant lesquels, techniquement, on peut vous dégager, un peu quand on veut. Mmh. Donc en fait, pour moi, le CDI, faut pas non plus valoriser le côté, sécurité et c'est pas si simple que ça. Mmh. Et l'autre chose, c'est que à l'opposé, le freelancing, c'est pas forcément un modèle d'instabilité. C'est-à-dire que moi, je prends mon exemple, hein. Il y en a qui vont dire que c'est prétentieux et tout, bah tant pis, mais je sais que si jamais là, je veux me remettre full freelance, j'aurai du taf, il y aura pas, j'aurai un très bon taux d'occupation, je m'inquiéterai pas de trouver des clients. Donc en fait, c'est plutôt est-ce que tu as construit le bon modèle mais c'est pas en soi est-ce que le freelance est plus ou moins instable. Moi, Mmh. limite, je me penserais plus stable en freelancing qu'en CDI. Mmh. Donc cette notion de sécurité-là, il y a beaucoup de croyances aussi qui peuvent nous influencer dans nos choix, mais je pense il faut un peu décortiquer le truc, c'est pas si simple que ça, quoi. Ouais. Oui, clairement et puis, en fait, le salariat, c'est comme si tu dépendais, d'un seul client, en fait, ce qui est la situation risquée par excellence quand tu es freelance et quand tu es entrepreneur, ben, certes, tu as l'instabilité des revenus parce que tu as pas un CDI qui te garantit tes revenus, mais d'un autre côté, s'il y a un client qui part, ben, tu en as d'autres et finalement, tu as cette sécurité-là. S'il y a un client qui te casse les pieds, ben, c'est plus facile de pouvoir le dégager alors que si tu es, salarié dans une boîte et qu'en fait, ça passe mal avec le management ou pour X raisons, bah, là, tu es un petit peu plus coincé parce que le marché de l'emploi est aussi très tendu aujourd'hui. C'est pas simple de trouver des missions, mais c'est aussi pas Mmh, simple de trouver en fait des jobs CDI. Donc quel genre de contraintes tu as envie de te mettre? C'est ça c'est la ça. vraie question à se poser et dans les 2 cas, il y a des choses à faire qui seront inconfortables. En fait, moi, j'aime pas trop cette comparaison entre CDI et freelance parce que souvent et d'ailleurs, il y a certains influenceurs, coachs et cetera qui jouent vachement là-dessus, le Mmh. CDI versus freelance. Franchement, pour moi, je sais pas, c'est comme dire, c'est mieux la grenadine ou une côte de bœuf? Bon, j'exagère peut-être un petit peu. C'est mieux une grenadine ou autre chose. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en fait, Mmh. le CDI a des avantages et des inconvénients. Le freelancing a des avantages et des inconvénients. C'est pas du tout le même mode de travail. Hem Et en fait, il y a pas de situation parfaite.
il y a qu'est-ce que je veux? C'est ça la question. Il n'y a pas Mmh. objectivement, est-ce que c'est plus sûr ou moins sûr d'être en CDI? Est-ce que c'est mieux ou moins bien? En fait, ça dépend ce que tu veux. Si tu veux de la liberté, de la flexibilité, et que c'est ça qui compte le plus, bah, le freelancing est peut-être plus adapté pour toi. Si tu veux être dans des grosses organisations parce que tu sais que ce que tu aimes faire, c'est, un peu ce jeu politique et des organisations de process, ou travailler enfin être manager par exemple pour une grosse équipe, c'est pas la même chose que d'être seul. Donc tout va dépendre de qu'est-ce que tu veux en fait. Mmh. Ça, je pense que c'est Voilà. la question clé, en fait. S'il y a des freelances qui nous écoutent et qui sont justement un peu en phase de doute, la première question à laquelle revenir, à mon sens, c'est: «Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je voulais à la base quand je me suis lancé en freelance?» Et souvent les mêmes raisons reviennent. Enfin, moi, je les observe, tu pourras compléter, mais c'est: je veux de la flexibilité dans mes missions, je veux une certaine forme de liberté géographique qui est souvent importante, je veux revenir, dans une autre ville, je veux quitter, par exemple, Paris ou une grande ville. Heu, je veux plus de stimulation, plus de sens dans ce que je fais aussi, moins d'ennui et ça, c'est des choses qui doivent nous driver aussi dans le fait de, bah, oui, en fait, cette aventure freelance, je veux la construire, mais là, je vais pas pouvoir me mettre en posture passive. Il va falloir que je prenne les rênes, il va falloir que je construise des choses, il va falloir que j'apprenne de nouvelles compétences, presque un nouveau job à côté, un nouveau job qui va me permettre de faire mon job. Et je crois que tu avais une cliente d'ailleurs qui parlait de ça, en fait, c'est tout un nouveau métier à apprendre en parallèle de ses compétences, métiers de Bah, base. c'est ça en fait, moi je pense que le freelancing, c'est très adapté aux gens qui se nourrissent des apprentissages, qui ont besoin d'apprendre en permanence. Mmh. Et donc ces profils-là, ils ont vraiment une propension à choisir la voie du freelancing parce que, bah, il faut quand même, être dans cette perspective où, à la fois sur son métier, parce qu'il y a de la compétition, il faut, rester à la page et toujours, apprendre et d'un point de vue, bah, il y a le métier en lui-même, mais il y a tout ce qu'il y a autour qui, au final, fait la différence en freelancing, hein, bien plus que le CV. Mmh, mmh. Aujourd'hui, ce qui va vous faire réaliser vos objectifs en tant que freelance alors si vous êtes nul dans ce que vous faites, ça va être compliqué, hein, mais si vous avez, une bonne expertise, ce qui va faire la différence, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est pas, être le meilleur en marketing ou en produit ou en opération ou c'est est-ce que je vais être bon pour, apporter de la clarté et de la différenciation dans ce que je propose, répondre à un vrai besoin de mes clients idéaux, le formuler dans une bonne offre bien packagée au bon prix, pour moi et pour le client. Est-ce que j'ai la bonne stratégie d'acquisition? Est-ce que j'ai la bonne stratégie de conversion? Donc en fait, c'est ça qui va faire la différence. C'est Mmh. absolument pas est-ce que je vais être, bon en marketing, en com, en produit ou en opération. Mmh. Et Si vous êtes mauvais, ça comment va être un problème. oui, mais en partant du principe que les gens qui nous écoutent sont bons, ce qui est certainement le cas, qu'est-ce qui permet de sortir du lot, en fait? Quand on a l'impression que tout le monde se bat pour les mêmes offres, pour les mêmes missions, que ce soit en CDI ou en freelance, hein, d'ailleurs. Comment on sort du lot? Comment on se différencie aujourd'hui? Il y a plein de dimensions sur lesquelles on peut jouer. On peut jouer sur la spécialisation dans son métier, on peut jouer sur la spécialisation sur des secteurs d'activité avec lesquels on est particulièrement, en adéquation ou fort, parce qu'on a, voilà, la bonne expérience, les bons skills. Ça peut être la personnalité, la façon de travailler, ça peut être la confiance qu'on crée auprès d'une certaine cible. En fait, la question, c'est vraiment: «Pourquoi moi?» Dans un marché où, bah, il y a beaucoup de compétition et en fait, il y a 2 grandes façons d'y répondre. C'est, qu'est-ce que je sais faire, de mieux? Qu'est-ce qui est différent chez moi? Et surtout, en fait, il faut jamais oublier cette notion de clarté. C'est, dans quelle mesure j'arrive à exprimer ça clairement? Parce qu'en fait, aujourd'hui, 90 des freelances qu'on observe sur le marché ont du mal à communiquer avec clarté, un truc simple, efficace. Donc rien que d'avoir, travaillé cet effort de clarté, en général, ça paye. Mmh. Et sur ce sujet de clarté justement, en contact avec les entreprises, tu disais tout à l'heure en décrivant le modèle fractional que c'est un modèle qui va chercher à apporter du résultat. On va pas se cadrer dans un brief, on va pas se cadrer dans un livrable, on va vraiment être dans une Mmh. logique de transformation. Mais il peut y avoir des personnes qui se disent: «Oui, mais en fait, moi, j'ai peut-être pas envie de me mouiller, en fait, à garantir un résultat ou à me mettre la Mmh. pression, du coup, pour l'atteindre et je préfère ne pas être 100% clair parce que ça permet aussi que les attentes, on me dise pas: "Non, mais le gars, il m'a dit, il va tripler mon trafic, donc si ça arrive pas, je pète un câble"». Comment tu gères ça? Ouais. Alors, il y a 2 choses. Pour moi, il y a premièrement, on n'est pas là pour dire: «Je vais t'avoir 30 de résultats en plus sur tel truc». On va être là pour dire: «Analysons un petit peu ton business». En fait, ça devient inévitable, hein et d'ailleurs, hein, pas juste quand on est dans le marketing ou la growth ou mais même quand on est dans la brand, dans la marque. C'est en fait, on va essayer de comprendre son business, on va essayer de comprendre les métriques clés en termes de chiffre d'affaires, enfin, il faut vraiment aller proche du revenu, quoi qu'il arrive, pour comprendre la situation de la boîte et trouver
les leviers qui, sous certaines hypothèses, pourraient impacter les différentes métriques du business. Parce qu'en fait, la vérité, c'est, quel que soit votre métier en freelancing, la vraie question, c'est comment j'aide une boîte à gagner plus de pognon. Mmh. C'est simple, hein, c'est même quand on est dans la brand ou dans le contenu. Ça ne veut pas dire qu'on va dire, avec mes stratégies de contenu, je vais t'aider à faire du chiffre d'affaires en plus. Non. Après, on va travailler, justement, on va détricoter tout ça, mais en fait, il faut partir de une boîte qui engage un freelance, c'est toujours pour une seule chose. Au final, la finalité, c'est gagner plus d'argent. Puisque c'est un peu l'objectif d'une boîte quand même. Même s'il y a des objectifs, il peut y avoir des boîtes engagées, etc. Mais au final, même une Mmh. boîte engagée pour une cause, elle doit faire de l'argent pour mieux défendre sa cause. Le nerf de la guerre, c'est quand même les revenus. Et Mmh. donc, selon là où on se positionne, il faut comprendre quel levier on va activer chez son client pour lui faire comprendre, si tu as investi 1 euro avec moi, ça va te ressortir 3, 4, 5, 10 euros. Mmh. Et forcément, quand on est dans la brand, c'est pas la même chose que quand on est dans la growth, c'est pas la même chose que quand on est dans le CRM ou dans le produit ou dans la com. Mais il va falloir, et c'est ça qu'on fait dans le programme, hein, s'interroger sur comment j'arrive à avoir ce type de réflexion pour montrer au client que je suis un centre de profit et non un centre de coût, en fait. Mmh. Et ça, c'est possible pour n'importe quel type de profil ou d'expertise. Moi, des fois, je rencontre des profils comme, par exemple, qui me disent: «Mais moi, Ouais. je me vois pas dans une logique héroïste parce que c'est impalpable et que c'est pas justement du marketing, c'est pas du On, growth, donc c'est différent». on va pas vendre forcément du ROI, mais on va se positionner dans une perspective héroïste. Et si tu regardes un mec qui s'appelle Chris Do, donc Do, D-O, hein, tout simple, Mmh. aux US, qui fait très bien ça avec des profils créa. Donc en fait, lui il parle à des Mmh. designers. Il apprend à des designers à montrer à leurs clients qui va les aider à remplir leurs objectifs business. Donc oui, comme design, brand, c'est la même logique. On va peut-être un peu moins loin dans la proximité avec le revenu, mais je peux vous garantir, je suis sûr de moi à 100%, si vous voulez avoir des missions premium dans la com ou dans la brand, il ne faut pas vendre des logos ou de la com 360 Mmh. ou des choses comme ça. Il Ouais. va falloir créer cette narrative qui va faire comprendre, je suis là pour vous aider à atteindre vos objectifs business. Mmh. Et ce qui est important pour ça, c'est de développer une logique business. Ce qu'on disait, Mmh. passer du freelancing au fractional, c'est développer un état d'esprit d'entrepreneur, de voir son activité pas seulement comme un prestataire de service, mais comme quelqu'un qui construit sa propre boîte. Et du coup, il y a sa boîte qui aussi doit générer du revenu, et pas seulement du kiff, même si le kiff, c'est important aussi. Mais Ouais, en se mettant comme ça par rapport à sa propre boîte, on va aussi parler sur un pied d'égalité avec les entreprises avec qui on s'adresse, qui elles aussi ont des business. Donc on parle de business à business, on se comprend. Et des fois, c'est pas forcément simple de faire la transition aussi vers cette manière de voir les choses, cette manière de penser le business. Il y a peut-être des personnes qui veulent pas le faire, mais nous, on ouais. pense que c'est vraiment une manière de simplifier les choses, d'harmoniser le discours et derrière de pouvoir pousser des prestations beaucoup plus premium à des clients qui seront beaucoup plus ouverts à nos propositions. Bah après, c'est simple, hein, tu prends un échantillon de 100 personnes à qui on parle, tu regardes, c'est quoi le tiers 1 des gens, qui sont heureux et qui se sentent bien dans leur activité et le tiers 3, donc le dernier tiers qui se sent pas bien et qui est pas heureux. Bah, souvent dans le tiers 1, il y a quand même des gens qui ont été intentionnels sur: «OK, allez, j'y vais. Je suis peut-être pas à la base, un as du business, mais en tout cas, je vais penser mon activité comme un business et non comme un job». Mmh. Et donc ça, quand tu vois ces stats-là à grande échelle, tu te dis: «Bah, c'est un no-brainer, il faut adopter cette perspective». Il y a pas le choix, en Mmh. fait. Ouais. Ou alors, bah, ça va se payer quelque part. Mmh. Et c'est ça qu'on sous-estime, je pense, quand on se lance en freelance, c'est que quand on se lance en freelance, tu sais, quand on dit par exemple qu'il faut se nicher, des gens vont dire: «Ah oui, mais moi je veux pas me refermer, je veux pas m'enfermer dans un domaine, je vais m'ennuyer, et cetera». Et moi, c'est Mmh. des gens à qui j'ai envie de dire: «Mais en fait, ce que tu oublies, c'est que maintenant tu as 2 jobs». Tu as le job que tu fais pour les entreprises et il y a le Ouais. job qui consiste à piloter ta propre entreprise et crois-moi que là-dedans, tu vas être stimulé parce que tu vas en apprendre des choses, tu vas t'en prendre des murs et tu vas développer des compétences que tu as jamais développées par le passé. Et on l'a vu nous aussi en Mmh. devenant entrepreneur aussi, les étapes que tu passes, oui, tu délivres quelque chose, mais à côté de ça, tu as un vrai job en parallèle à développer et là-dessus, il faut monter en compétences et pas seulement sur les compétences métiers. Je pense qu'il y a une grosse incompréhension dans, est-ce qu'il faut se nicher? Est-ce qu'il faut être généraliste? Il y a eu beaucoup d'extrêmes, c'est-à-dire, les gens se disent: «OK, mais je vais pas me nicher dans le sens, j'aide les SaaS B2B dans la fintech à, réduire leur churn de 20 en faisant gna gna», enfin, c'est pas forcément ça va pas forcément jusqu'à là de se Mmh. se nicher. En fait, la vraie question,
c'est comment je suis assez spécifique pour un client et qui me dise dans cet océan rouge de freelance, ah, c'est cette personne-là qui va m'aider sur telle problématique. Mmh. Donc, il faut un peu dédramatiser le sujet de la niche. Moi, je dis de moins en moins niche parce que ça fait peur aux gens et j'utilise le mot plutôt spécifique, travailler sa spécificité. Et d'ailleurs, c'est pas qu'une question de secteur d'activité ou d'expertise. Mmh. Donc, il faut juste trouver qu'est-ce qui me différencie encore une fois. Et après, à l'inverse, moi, je vois des gens sur LinkedIn. Moi, alors là, je vais peut-être pas plaire à tout le monde, hein, mais désolé, je partage enfin, désolé, pas désolé, je Vas-y, partage on est mon entre avis. nous. Je vois plein de posts sur LinkedIn en ce moment qui défendent le généraliste et qui dit, moi, pour moi, être généraliste et trouver des synergies holistiques, 360, etc. J'exagère, hein. Désolé, je suis un peu dans la caricature, mais c'est un peu ça. Et en fait, moi, je trouve que c'est ça ma force. C'est d'être généraliste, d'avoir une vision à 360. Et moi, j'ai pas dit que fallait être super spécifique sur un type de mission, sur un secteur. Il n'y a pas besoin d'être expert HubSpot. Mais plus on est généraliste, moins on est clair et moins il y a des gens qui vont se lever, des founders ou des dirigeants ou des décideurs qui vont se lever le matin en disant «Ah, j'ai besoin d'une directrice marketing comme 360». Mmh. Et j'ai l'impression que c'est un peu une grande thérapie LinkedIn où les gens s'auto-convainquent eux-mêmes pour vraiment donner un dernier espoir à ce modèle-là. Franchement, il faut encore une fois, dans un marché avec autant de concurrence et où il y a des attentes clients qui sont plus élevées et Mmh. tous les changements qu'on a mentionnés, il faut être spécifique, un minimum. Ouais. Il faut être clair. Et donc, plus on est généraliste, moins on risque d'être clair. Donc, c'est un Mmh. risque. Ouais. Mais surtout que, fondamentalement, moi, je trouve que cette, guerre entre les spécialistes et les généralistes, parce que oui, on a les experts du freelancing qui disent: «C'est important de se spécialiser», que ce soit nous ou des accompagnements concurrents, et il y en a qui disent: «Ah mais non, être généraliste, c'est ma force, c'est ce qui m'a permis toujours de délivrer des missions de qualité» et cetera. En fait, ça a pas de sens parce que on parle pas de la même chose. Il faut être spécifique dans la promesse, dans le problème qu'on adresse, mais derrière, je veux dire, si on se positionne comme quelqu'un qui gère les problèmes HubSpot et que la seule chose qu'on comprend dans un business, c'est HubSpot, on va pas être un bon freelance. Bien sûr qu'on comprend comment HubSpot, ça Ouais, s'intègre avec les autres départements, avec des enjeux business plus larges, et cetera. C'est juste qu'est-ce que la personne veut à l'instant T. Si j'ai mal aux pieds, je veux un expert des pieds. Je veux pas quelqu'un qui ouais. gère les douleurs en général. Mais derrière, s'il faut, mes pieds, c'est lié au fait que ma chaise, c'est un problème et qu'en fait, je fais passer d'exercices. Il y a 2 portes d'entrée entre le marketing et ce qu'on délivre. Ouais, en fait, la transversalité, ça a beaucoup de valeur, hein. Moi, je dis pas le contraire. Enfin, même au contraire, ça a beaucoup de valeur. Le Mais truc, ça vend c'est pas tel quel, en fait. Ça peut pas se quoi le vendre tel problème quel. que je règle? En Mmh. fait, le truc, c'est que il n'y a pas un dirigeant qui se lève le matin et qui se dit ah, il faut vraiment que qu'on soit meilleur en marketing. C'est pas ça ce que se disent les gens. Les gens se lèvent et disent merde, j'ai regardé le pipe ce matin, on a vraiment des problèmes d'acquisition. Pourtant, je comprends pas, on a des super équipes sales, on fait des trucs malins et tout, mais on n'arrive pas à passer ce palier-là. Voilà le niveau de détail qu'ils se disent. Mmh. Personne se lève le matin en disant ah, faut que je recrute un fractional CMO, c'est de ça dont j'ai besoin. Mmh. Donc, comment est-ce que dans notre angle d'approche, on va trouver le discours qui va parler à ces gens-là et ensuite, bah, bien sûr qu'avoir des compétences transverses, ça aide vachement à résoudre un problème, surtout dans nos métiers de transformation où c'est rarement un truc qui déconne et il faut avoir une compréhension un peu globale de ce qui se passe dans le système pour le régler. Mmh. Voilà, en tout cas, il faut être spécifique. Ouais. Non, ça, je pense que c'est C'est important et bah, c'est simple, hein, regarde les gens qui nous contactent et qui ont des problèmes. C'est souvent des gens qui sont plutôt plus généralistes que plus ouais, clairement. spécifiques. Donc, il n'y a pas de hasard, hein. Mmh et il y a un point qui est important et qui va nous driver lentement vers la conclusion de l'épisode, c'est que des fois, moi, je vois des gens qui disent: «Moi, ce que je veux, c'est trouver des clients. Je veux trouver Ouais. des clients». Sauf que j'ai pas l'impression que le problème principal, ce soit ça dans ces termes. Parce que trouver des clients, c'est pas difficile. Des gens qui ont besoin de quelque chose et qui peuvent nous acheter quelque chose, je veux dire, même si on brade les prix ou qu'on prend le premier venu, on trouvera des missions. Tout le monde peut trouver des missions. Vous n'avez pas besoin même de nous pour trouver des missions. Par contre, trouver les bonnes missions, ça, c'est autre chose. Et Bah, en qu'est-ce que ça fait, veut dire justement une bonne ouais. mission pour toi versus un client lambda? Pour moi, une bonne mission. Alors, déjà, premier truc, c'est t'as pas besoin de 20 clients dans ce modèle de fractional. Tu as besoin de 4-5 bons clients dans l'année. Donc,
Donc voilà, faut avoir ça en tête aussi. Et c'est quoi un bon client du coup? Bah, après, chacun a un peu ses arbitrages, mais en général, les dimensions qu'on évalue, c'est quoi le potentiel business? Parce qu'on est quand même, enfin, on n'est pas une ONG, quoi. On est là pour avoir des Oui, revenus si le et business vivre. il se casse la Enfin, gueule ou qu'il y a un product voilà. market fit inexistant, on va pas pouvoir sauver les meubles. Donc c'est en gros, c'est quand même le chiffre d'affaires potentiel, c'est le fit culturel avec les personnes et la culture de la boîte, parce que Mmh. bah, on n'a pas tous envie de travailler pour les mêmes entreprises. Ça va être la confiance. Est-ce que j'ai confiance? Est-ce que je pense que ça va le faire? Niveau, bah, je vais être payé en temps et en heure, on va me faire confiance pour achever ma mission, parce que si on te donne les clés de la voiture, mais qu'on te dit non, 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 là va plus à gauche, non, 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 va plus à droite, toutes les 3 secondes, ça va être un peu emmerdant. Il va y avoir, est-ce que ça nourrit mon portfolio? Est-ce que c'est vraiment aligné avec mes forces? Et ça va m'aider à capitaliser cette expérience-là pour derrière, nourrir mon portfolio qui va m'aider à avoir plus de missions qui sont bonnes pour moi dans tel ou tel domaine. Donc Mmh. en fait, ça, à chacun de faire un peu son équation, mais en général, c'est les variables qui reviennent le plus souvent. Mais ce qui va Mmh. être important, c'est vraiment d'être dans un modèle dans lequel on choisit ses clients et pas dans un modèle où c'est un peu le tout venant et quand il y a une opportunité: «Ah bah tiens, je peux peut-être faire ça, donc let's go». Et Mmh. du coup, sur le long terme, c'est un modèle qui épuise, en fait. Mmh. C'est simple, hein. Quand tu démarres ton activité de freelance, même si tu as déjà eu une grosse expérience dans ton domaine, il y a toujours ce syndrome de l'imposteur qui peut venir et tu peux te dire, bah là au début, il faut juste que je trouve des missions, peu importe lesquelles, pour me faire la main. Et ensuite, je me poserai la question des bonnes missions. En quoi c'est une fausse bonne idée de raisonner comme ça? Bah, la question est vite répondue, tu l'as dit, c'est le syndrome de l'imposteur, hein, donc mais en fait, pour être plus honnête, je dirais que c'est pas si simple. Je pense qu'il faut trouver il faut peut-être si on se lance dans un nouveau modèle où on doit faire encore ses preuves, où on veut avoir aussi maximiser la rapidité des preuves qu'on construit, des social proof et cetera. C'est bien d'avoir un client rapidement. On peut pousser le modèle pour être un peu agressif d'un point de vue commercial. J'entends, par là un prix un peu plus accessible, mais sans trop non plus, faire de sacrifices. Il faut fixer des limites. Si l'objectif, c'est de se dire: «Je dois, avoir vraiment ce premier client et là, j'ai une belle opportunité avec un beau logo, pour mon portfolio sur une bonne problématique», c'est un trade-off à faire. Il faut intentionnellement se dire: «Voilà, j'ai plusieurs, éléments dans la balance, j'ai plusieurs variables dans l'équation et là, ce que je vais maximiser, c'est bah, tout en étant quand même, correctement payé, hein. Il ne s'agit pas du tout de Mmh. travailler ni gratuitement ni de se brader, mais on peut être un petit peu plus agressif commercialement pour se dire, «Ça va me donner un bon case pour plus tard, ça va aussi me donner de la confiance» et ça, c'est des arbitrages individuels. Mais il faut faire attention à pas s'enfermer dans un truc comme ça pendant trop longtemps Mmh. et ne pas non plus se sous-vendre parce qu'on a envie de faire ses preuves. Donc il faut trouver le bon équilibre. Ouais. Oui, puis il y a le risque de créer un mauvais ancrage pour son propre cerveau et du coup qu'on se base sur les expériences passées, ou qu'on Mmh. ait une mission qui se passe mal ou qui a été mal scopée ou avec un client qui était finalement pas idéal et que soit ça nous fasse peur pour les prochaines missions, soit que ça nous dégoûte un petit peu de l'exercice. C'est aussi un risque à De prendre, toute quoi. de toute façon, est-ce que tu penses vraiment que ça se joue au niveau du prix pour eux? Par exemple, là, tu te lances, tu packages ton expertise dans une offre qui est certes nouvelle en tant que freelance, mais que tu as déjà fait dans ta carrière à des Mmh. niveaux différents. Tu penses que c'est le prix qui coince? Est-ce que c'est le fait de faire 20 de réduction qui va faire vendre le truc? Je pense pas, non? Tu en penses quoi, toi? C'est rare que le prix soit vraiment le sujet, hein. C'est souvent un problème Voilà. de confiance derrière. En fait, le prix, la négociation peut permettre d'accélérer, la prise de décision du côté client, mais c'est pas ça qui va faire que le client va dire oui ou non en général. Mmh. Donc faut être vigilant là-dessus. Moi, c'est pas Ouais. forcément un truc que je recommande. Il vaut mieux avoir le la bonne offre, bien communiquée, bien packagée, avec la bonne stratégie derrière pour y arriver, plutôt que de baisser les prix. C'est un vachement, Mmh. meilleur levier en termes d'efficacité et pour le freelance, quoi. Ouais. Oui et ça pose des bonnes bases pour la suite, en fait. Et Mmh. plus tôt on a les bonnes bases, plus, l'activité se développe bien et ça fait aussi une différence au niveau de la courbe de croissance, on perd moins de temps par la suite. Qu'est-ce que c'est et on va finir là-dessus en termes de mots de la fin. Je sais Ouais. que toi tu t'es fait accompagner au début de tes aventures, freelance. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'a donné dans, ton démarrage d'activité ou en tout cas quand tu te posais des questions pour réinventer ton modèle? C'est de toujours me poser la question: «Qu'est-ce qui est bon pour ton activité?» Et qu'est-ce qui est le plus important? C'est-à-dire on peut faire plein de choses, on peut faire plein d'actions, il y a plein de choses à mettre en place, mais c'est quoi le bon truc à cet instant T? Dans quel ordre, il faut faire les choses? Et donc ne pas, justement, tu l'as dit, il y a beaucoup de choses à travailler autour de son propre métier quand on est freelance puisqu'on est entrepreneur. Donc c'est quoi le sujet du moment? Combien de temps faut que je sois focus dessus? Et surtout, qu'est-ce qui, toi, tu es un expert de ça en plus, qu'est-ce qui va pas me faire perdre le focus sur ce qui est Mmh. important pour mon activité maintenant?
Ça, c'est le plus dur à identifier et c'est dur de s'y tenir aussi. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais. De ton côté, ça serait quoi pour toi le conseil qui aura le plus de valeur Mmh. quand on est dans ces situations? Ouais. Je pense que c'est ça, en fait, le focus sur les bons sujets. C'est-à-dire qu'il y a les bonnes choses à faire pour développer son activité et il y a les peurs qu'on peut avoir, que notre cerveau a et du coup, les actions qu'on va faire pour se rassurer, mais qui sont pas forcément bonnes pour le développement de notre Mmh. activité ou qui peuvent même être contre-productives. Tu vois, Donc par exemple, réussir à identifier ça. j'entends vachement de personnes me dire, là: «Non, mais j'ai refait mon site et tout». Et là, je me dis: «Allez, encore une qui va refaire son site, que Mmh. personne ne va regarder». Et en plus, qui peut être contre-productif parce qu'à trop détailler son offre, comment on le fait, le prix, nin enfin, ça peut être vraiment Mmh. catastrophique. Et en fait, et souvent je leur dis: «Tu es sûr que c'est la priorité?» Et là, la personne en général le sait et me dit: «Non, mais ça m'aide à mettre les idées en place». Et les gens qui Mmh. regardent cette vidéo, vous vous sentez pas visés si on a eu cette discussion où il y en a beaucoup qui le font. Et en fait, bah, si tu as envie de te mettre les idées en place, tu prends une feuille A4, prends un stylo noir et mets-les sur ta feuille A4. Ça met Mmh. vachement moins de temps. Et en fait, la simplicité te force à l'efficace, quoi. Ouais, ouais, ouais. De toute façon, la simplicité gagne toujours. Et ça, c'est ce qu'on essaye de faire aussi, de montrer que c'est pas si compliqué que ça. Ça veut pas dire que c'est simple ou que c'est pas challengeant, mais c'est pas difficile de développer une Mmh. activité freelance. Donc, je pense qu'on peut finir là-dessus et que, Ouais, est-ce que tu on se as un dernier truc, toi, à nous dire, je sais pas, une citation de fin, un truc hyper mmh, inspirant sur notre mmh, sujet du jour qui va nous aider? je sais pas si ce sera inspirant, mais en tant que marketeur, on va finir avec un CTA. Pensez à liker, vous abonner. Si vous écoutez ça dans vos oreilles, mettez des petites étoiles. Et puis voilà, en fait. C'est parce que si vous voulez pas rater les prochains rendez-vous, c'est uniquement comme ça que ça se passe et en partageant aussi à un collègue freelance qui se pose les mêmes questions ou que vous avez identifié quand on a donné un petit peu des anecdotes, ça pourra aussi l'aider à avancer de son côté. Heureusement que tu es là, Mika, parce que là, j'ai vraiment 0/20 l'exercice, hein. Ouais, donc foutez des likes, abonnez-vous. On va faire ça toutes les semaines. On va Mmh. vraiment, là, on était un peu général sur le modèle du fractional. On va vraiment traiter les problématiques qui sont importantes pour vous. On va faire un jeu. Est-ce que vous pouvez commenter mouton dans YouTube? Comme ça, les gens vont se dire: «Mais pourquoi tout le monde a commenté mouton?» A commenté mouton. C'est rigolo et les gens, ça va les interpeller et moi, ça me fait Mmh. rire. Et on saura qui est Hem resté jusqu'au bout. Voilà, en plus, moi, je finirais juste sur une pensée et après on appuie sur stop. Heu, En fait, il y a pas de crise du freelancing. Il y a une crise de ceux qui refusent de changer de modèle. Mmh. Donc c'est pas une crise, faut pas tout blâmer sur l'environnement. Il faut savoir naviguer dedans et on essaiera avec ce podcast de vous aider à mieux naviguer là-dedans. Exactement. Ben, merci Brice et puis on se retrouve très vite pour le prochain épisode. Ciao les amis, bye bye. Ciao.